Bonjour à toutes et à tous. Dans cet ouvrage fondateur, le sociologue Pierre Bourdieu analyse les racines de la domination masculine dans les sociétés contemporaines. Il montre comment cette domination s'exerce de façon insidieuse à travers la socialisation différenciée des garçons et des filles. Intériorisant des schèmes inconscients, les individus participent eux-mêmes à la perpétuation de cette domination. Avec sa rigueur habituelle, Bourdieu décortique les mécanismes symboliques qui légitiment la supériorité masculine, notamment la différence biologique et la division sexuée du travail. Publié en 1998, ce livre offre une critique stimulante des fondements de l'ordre patriarcal, un classique incontournable pour comprendre les racines de l'inégalité entre les sexes. Dans cette œuvre, qui est l'une de ses ultimes, Pierre Bourdieu fait le choix d'aborder une thématique difficile à mettre en lumière, tellement ancrée dans nos inconscients que nous ne la voyons plus, la domination masculine. La divulgation même de l'analyse scientifique de la domination peut être sujette à malentendus et avoir des effets sociaux sur cette domination en risquant soit de renforcer symboliquement la domination en recoupant et validant le discours dominant, soit de contribuer à la neutraliser en favorisant la mobilisation des victimes. L'auteur a entrepris ce travail en souhaitant apporter une vision différente des études déjà présentes de femmes féministes sur ce sujet. En effet, sa position d'homme, extérieur, spécialiste des effets sociaux de la domination symbolique, pourrait orienter les recherches sur les rapports entre les genres et l'action destinée à les transformer. Nous noterons ici que, ironiquement, Pierre Bourdieu utilise le langage de la domination masculine en se situant comme extérieur et actif, des termes, nous le verrons, attribués au masculin. Car si la domination masculine se manifeste de manière plus visible dans l'espace domestique, le principe de perpétuation des rapports de force réside quant à lui dans des instances comme l'Église, l'école ou l'État, et dans leurs actions proprement politiques. Pierre Bourdieu analyse dans cette œuvre la violence symbolique de la domination masculine. Il utilise pour ce faire une culture clairement androcentrique, dont le mode de penser et de concevoir le monde est centré uniquement sur le point de vue des hommes, et lointaine, afin de mettre en exergue des effets de la domination masculine toujours présents dans notre société, mais tellement acceptés que nous ne les voyons plus. Il décrit avec justesse les jeux de pouvoir se jouant entre hommes et femmes, dominants et dominés, les premiers aimant les jeux de pouvoir, les secondes aimant les hommes qui les jouent. Il analyse ensuite, d'un point de vue plus large et historique, le processus de légitimation de la supériorité de l'homme sur la femme. Il s'attache alors à mettre en lumière les mécanismes et les institutions du travail de reproduction qui font en sorte que cette domination masculine se perpétue. Bourdieu s'oppose à l'anistorisme du patriarcat et se propose donc de faire l'archéologie d'un inconscient commun, construit en un état très ancien de nos sociétés qui est à l'origine de la domination masculine. Bourdieu montre qu'il y a eu un long travail historique de reproduction de la différenciation des sexes par le biais de la famille, de l'école et de l'Église. Travail qui aurait ainsi établi le caractère naturel et évident de l'origine de la domination masculine. Sans nier la violence physique liée à cette domination, Bourdieu analyse les effets de la violence symbolique et invisible dont sont victimes les femmes. Ces effets imposent des catégories qui sont construites du point de vue des dominants. Même si la domination s'exerce sans aucune malveillance généralisée et explicite de la part des hommes, cette innocence et cette inconscience rendent la domination d'autant plus difficile à combattre. Pour cette raison, l'œuvre de Bourdieu est essentielle, car elle met en lumière l'origine des structures inconscientes qui nous déterminent. La différenciation sexuelle
est par exemple construite et fondée sur la différence biologique entre le corps masculin et féminin. La différence anatomique entre les organes sexuels peut ainsi apparaître comme la justification naturelle de la différence socialement construite entre les genres, et en particulier de la division sexuelle du travail. Les structures sociales influencent ainsi l'organisation de l'espace, du temps, ainsi que la division sexuelle du travail. En termes de pouvoir, la division sexuelle du travail se traduit par exemple par une sous-représentation des femmes dans les sphères dirigeantes du monde économique et politique. Le cas de la Kabylie est traité comme une image grossie où l'on peut lire plus facilement les structures qui fondent la vision du monde masculine. Le rapport entre les sexes nous est en effet trop intime pour qu'un simple retour réflexif suffise à l'analyser. Si la domination masculine est plus ou moins marquée en fonction des sociétés, il semble qu'elle prenne une forme très visible chez les Berbères de Kabylie. Bourdieu a déjà longuement analysé la société kabyle, et cette étude nous permet ainsi de mieux comprendre ce qui se produit dans nos propres structures sociales. Dans la société kabyle, l'opposition entre la masculinité et la féminité constitue le principe de division fondamentale du monde social et du monde symbolique. Les systèmes de valeurs masculins sont toujours supérieurs et implicites. Les choses, les activités et la manière d'être sont toujours associés au masculin ou au féminin. Le public et le privé, le dessus et le dessous, le plein et le vide symbolisent par exemple masculin et féminin. Ce système de pensée définit les structures de la société comme la division du travail et de l'espace, et plus généralement les différences entre les hommes et les femmes. Prenons par exemple la répartition de l'espace. Comme si la féminité se mesurait à l'art de se faire petite, le féminin, en berbère, se marque par la forme du diminutif. Les femmes restent enfermées dans une sorte d'enclos invisible, dont le voile n'est que la manifestation visible, limitant le territoire laissé au mouvement et au déplacement de leur corps, alors que les hommes prennent plus de place avec leur corps, surtout dans les espaces publics. Si cette division des sexes est particulièrement visible en Kabylie, elle n'a pas disparu dans nos sociétés, elle est simplement moins visible et intériorisée. Son pouvoir normatif a des répercussions tant sur la vie des femmes que des hommes. Bourdieu attire l'attention sur l'importance de la violence symbolique de la domination masculine. Une violence qui, comme nous l'avons dit, n'est pas perçue parce qu'elle est liée à l'application d'un ordre social, à une vision du monde sexué qui s'inscrit dans nos habitus. L'habitus forme ainsi les conduites ordinaires en les rendant automatiques. La violence symbolique, c'est donc la capacité des structures de domination à faire méconnaître l'arbitraire de leur production culturelle et symbolique. Ce qui nous apparaît comme légitime ne l'est en fait pas forcément. Les divisions sociales sont incorporées dans l'espace social sans que nous en ayons toujours conscience. Les dominés incorporent donc la vision des dominants. Cette soumission paradoxale est invisible, même pour ces victimes, qui sont donc conduites à entretenir ce rapport de domination. Lorsque les dominés appliquent à ce qui les domine des schèmes qui sont le produit de la domination, leurs actes de connaissance sont inévitablement des actes de reconnaissance, de soumission. Comment s'exerce cette domination? Par les voies symboliques de la communication et de la connaissance. L'analyse de Bourdieu sur la représentation du corps féminin est un exemple pertinent de conséquence de la domination masculine. La femme est un être perçu qui la place dans un état permanent d'insécurité corporelle ou, mieux, de dépendance symbolique. Elles existent d'abord par et pour le regard des autres, c'est-à-dire en tant qu'objet accueillant, attrayant, disponible. Si Sartre parle du regard comme un pouvoir d'objectivation universelle qui me fait devenir chose, mais qui me permet d'avoir une image de moi-même,
Ici, le regard a un pouvoir symbolique qui dépend de la position de celui qui perçoit et de celui qui est perçu. Le rapport n'est pas équilibré. La femme en tant que chose regardée est condamnée à ne se voir qu'à travers les catégories dominantes et donc masculines. Elle souffre alors de cette évaluation permanente de l'écart entre le corps réel et le corps idéal féminin, c'est-à-dire souriant, soumis, retenu. Les dominants eux-mêmes subissent les contraintes de la domination. Ils s'appliquent à eux-mêmes les schèmes inconscients de la domination. Les hommes, dont les représentations communes leur accordent la position dominante du protecteur, peuvent souffrir du décalage entre leur corps réel et le corps socialement exigé. Trop petit, trop fragile par exemple. Pour illustrer son propos sur la souffrance des dominants, Bourdieu cite abondamment La promenade au phare de Virginia Woolf. Bourdieu parvient dans cet ouvrage à nous montrer en quoi le genre est un principe de classement qui organise non seulement le sexe, mais toutes nos représentations du monde. Aussi, malgré les nombreux combats féministes, la domination masculine perdure tant que perdure l'incorporation des oppositions entre masculin et féminin et leur mise en pratique via les habitus. Alors, quel changement possible? Pour Bourdieu, il faut également faire un effort pour libérer les hommes de ces mêmes structures qui font qu'ils contribuent à l'imposer. La domination masculine est le seul texte de Bourdieu où il ne présente pas seulement une analyse rigoureuse des processus et pratiques de domination, mais où il fait remarquer que les dominants sont eux aussi prisonniers de leur domination. C'est dans cette intention qu'il se réfère à Virginia Woolf, et il montre à la fois l'infantilisme comme l'envers du dominant, Monsieur Ramsay, et l'indulgence de Madame Ramsay comme résultant de sa position hors des jeux sérieux des hommes. Mais l'indulgence n'est qu'une des deux attitudes possibles de Monsieur Ramsay. L'autre serait le mépris. Madame Ramsay n'a pas la possibilité de faire le choix qu'a une femme indépendante de quitter tout simplement son mari, parce qu'elle n'a qu'un statut social dérivé, elle dépend dans toute son existence sociale et matérielle de son mari. Si le statut de Monsieur Ramsay se dégradait, si par exemple son infantilisme ne pouvait être caché, ce serait aussi le statut social de Madame Ramsay qui serait dégradé. Elle serait la femme d'un homme ridicule. Elle a donc intérêt à protéger la dignité de son mari si elle veut protéger sa dignité à elle. Et l'extraordinaire perspicacité de Madame Ramsay, due au fait qu'elle est étrangère au jeu masculin et à l'exaltation obsessionnelle du moi et de ses pulsions sociales qu'ils imposent, est aussi une sorte de récompense pour l'exclusion des jeux masculins, une manière d'éprouver un sentiment de supériorité. Qu'on ne se trompe pas. L'indulgence et la pitié que Bourdieu voit chez Madame Ramsay sont très proches du mépris et trop souvent y confinent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.